Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. Je suis Clémentine et avec mon amie Émilienne, nous avons décidé de nous questionner sur les rapports entre l'art du drague et tout un tas de sujets. Mon œil naïf combiné à l'expérience d'Émilienne, connue sur la scène drague sous le doux nom de Camomille, vont s'associer pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la scène drague. On espère que ce moment sera chaleureux et constructif. Bonne écoute! Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Bonjour, ici Émilienne. Dans le premier épisode, sorti le mois dernier, vous avez peut-être appris qu'être drag queen, c'est avant tout un choix, fait par un ou une artiste, de performer le genre féminin d'une façon personnelle. Nos invités du jour, Georges Coquette et Splin is Dead, ont, quant à eux, fait le choix de performer le genre masculin. On dit qu'ils sont drag king. C'est avec eux que nous avons décidé de continuer notre exploration de la notion de genre dans l'art drag, en échangeant autour de leurs expériences, sur scène ou dans la vie, et sans chercher à donner une définition unique à l'art qu'ils pratiquent. Donc moi je m'appelle Marie-Lou, je suis artiste et illustratrice dans la vraie vie, et sur scène je suis Georges Coquette ou parfois marque de bronzage. Donc tu es drag king. Ouais, Voilà, je suis drag on dit king. ça. Alors, moi je m'appelle Julien Roy, j'ai Magnifique. un certain nombre d'années mais on ne saura jamais combien. Sinon dans le drag je suis Splin ou Splin is Dead si tu es d'humeur coquine. Et là pour le coup j'ai plus de 200 ans. Et du coup, tu considères toi ton drag comme un drag king. Ouais, on va dire Ok. ça. Ouais. En fait je me considère drag king dans le sens où mon esthétique globale est masculine et créature dans le sens où mon personnage est mort. Voilà, tout bête. Ok. C'est Tout un bête. drag king décédé Un finalement. drag king décédé, complètement desséché. Du coup, nous, on va commencer par vous questionner sur le genre. En quoi le fait de pratiquer l'art du drag vous amène à vous questionner sur votre genre, si vous vous questionnez sur votre genre. Et en quoi ça vous amène à vous questionner sur le genre en général. Moi je m'identifie comme genderqueer. J'ai accepté ma part de féminité et de porter des robes et du maquillage quand j'ai compris que j'étais pas vraiment une femme. Et donc j'ai passé une grande partie de mon adolescence et de mon enfance à être dans cet entre-deux et à pas vraiment vouloir être une fille, à beaucoup apprécier le masculin. Et donc du coup en fait le drag king ça vient après mon questionnement de genre. Le personnage de Georges, cette envie de rentrer dans cet art-là, c'est une trajectoire plutôt naturelle sur mes questionnements de genre et sur ma façon, moi, d'exprimer mon genre dans la vraie vie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui désire pas de faire de transition médicale et qui s'habille plutôt de façon neutre ou féminine à grande partie. Et donc, du coup, cette non-conformité à mon genre assigné, donc femme, je l'exprime peu dans la vraie vie. Et donc, du coup, le drag est là aussi pour avoir des moments de répit ou des moments de kiff sur vraiment aller complètement dans le masculin. Et alors c'est spécifique aussi parce que Georges est aussi quelqu'un qui va pas énormément jouer sur des codes très masculins. Et donc voilà, le drag, moi c'est quelque chose, je suis incapable de dire quand j'ai vu un drag king pour la première fois où j'ai entendu parler de ça, parce que c'est quelque chose de très vieux, et mon attrait au travestissement est quelque chose de très vieux aussi, et qui a toujours été lié à des questions de genre, de vouloir pouvoir porter ces habits-là de la façon voulue, donc sur un corps d'homme, mais aussi accepter le fait qu'on n'en a rien à faire et qu'on est queer et on fait ce qu'on veut avec notre corps et comment on s'habille. Le drag king, moi j'ai commencé à performer en tant que drag king quand j'avais déjà mis beaucoup de réponses à mes questionnements de genre. En fait, Georges c'est mon alter ego. C'est la même personne et je projette des choses qui ne sont pas forcément des questions de genre, ça va plutôt être sur le fait des questions thérapeutiques en fait, de tu te lances, tu vas sur scène, tu fais les choses, t'en as rien à faire. Et toi, Julien, alors, tes questionnements ou non-questionnements? Mais pour ma part il n'y a jamais eu de questionnement sur mon genre. Je suis un homme qui aime être un homme. J'ai toujours été très intéressé par le drag, je suis maquilleur à la base, donc forcément j'ai déjà maquillé des drag queens avant même de m'intéresser au fait de potentiellement moi en faire également, mais je me suis jamais intéressé ou je me suis jamais posé la question sur le fait qu'il y ait plusieurs catégories en soi. Pour moi le drag c'était le drag, c'était pas drag queen, drag king, drag... Ça fait un peu plus d'1 an que je fais du drag, mais ça fait facilement 6-7 ans que
que je suis de près ou de loin le drag sans forcément aller voir de drag show, que ce soit avec RuPaul Drag Race ou en maquillant des gens en drag queen pour des shootings photos par exemple. Et c'est une fois, c'était en juin l'année dernière, où j'étais voir It's Blue performer à Bordeaux, du coup avec Camomille également, qui était présente, qui était là le jour J, où on parlait depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, et puis j'étais le voir performer, et justement en parlant de tout ça, il me disait qu'on s'en foutait du genre, etc. Je le voyais bien sur scène également, que Itsu par exemple, il a des poils aux pattes, c'est pas l'idéal féminin, etc. Il a une moustache, et lui-même ne se considère pas exclusivement comme drag queen, et du coup c'est lui qui m'a fait me dire, si on s'en fout du genre, j'y vais. Et du coup, un mois après, j'ai commencé directement avec Spleen à chercher mon esthétique. Au début, c'était un peu hasardeux pour moi, de mon point de vue. Et non, je me suis jamais dit que un homme devait faire drag queen forcément, une femme pouvait faire drag king forcément. Et c'est comme ça que du coup, je me suis lancé et que j'ai décidé du coup que Spleen serait un homme. Et je resterai un homme du coup dans mon drag. C'est venu naturellement, quoi. Ouais. Il n'y a jamais eu de volonté d'être drag queen finalement J'y ai réfléchi, j'y ai pensé, mais potentiellement me mettre à des pads pour avoir des hanches féminines, mettre des perruques, des corsets, des soutiens-gorge, avoir la superbe robe, le super maquillage, c'était pas ton truc quoi. Ça m'intéresse, ça me plaît énormément, mais pas pour le faire moi. Je me voyais absolument pas le faire. Et puis Spleen, c'est l'extension de moi au naturel. Spleen, c'est un mélange de mode, d'horreur et de maquillage. Et du coup, en mélangeant les trois, je reste moi-même, mais avec des cernes longues comme le bras et une décomposition fort avancée. Du coup, on invite toujours les auditeurs et les auditrices à aller un peu checker les Instagram des invités pour qu'ils vous visualisent et qu'ils comprennent de quoi on parle quand on parle de vous. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que le drag, c'est en grande partie un art très visuel. De façon générale, je trouve que les termes drag king, drag queen, créature ou quoi, ça cloisonne énormément. Et personnellement, j'identifiais pas du tout mon drag réellement dans une catégorie. Je suis Spleen, c'est tout quoi. Je suis Spleen, je fais du drag. Je vais pas dire je suis Spleen, je fais du drag, je suis drag king et créature. Oui, mais alors c'est très redondant et c'est assez... Ouais, je suis complètement d'accord avec l'œil artistique que je peux avoir. Cependant, pour des gens extérieurs à ce milieu-là... Même des gens intérieurs. Hein. Même des gens intérieurs. Il y a toujours ce besoin de poser des étiquettes, parce que ça permet aussi de comprendre quelque part, je suppose. Mais donc c'est intéressant, je pense que ça apporte aussi des réponses à des questionnements qui peuvent être... c'est très agréable à entendre, et je pense que... c'est important aussi aux gens de comprendre ça, que oui, il y a du genre performé, il y a du genre de la personne derrière le masque, mais aussi peut y avoir autre chose. C'est ça, après, quand il y a des cas, c'est juste parce que les gens ont besoin de trouver d'une certaine façon comment définir quelque chose. Ça crée des communautés aussi. Ça crée des communautés, exactement, mais c'est surtout, de ma part, avant même que je commence le drag, pour moi, c'était même pas une question qui se posait, quoi. C'était un artiste drag. Point. Ouais. Ok, il a une apparence féminine, ok, il a une apparence masculine, ok, il a une apparence, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est un drag, point. Je sais qu'il y a des gens qui voient quelque chose de très binaire dans le terme de drag king et qui est pas forcément vrai. Moi, c'est un terme que je pense comme très inclusif et qui va pas forcément définir la masculinité que tu vas jouer sur scène. Ça va vraiment être quels sont les mots que tu poses sur ton personnage et quelles sont la façon que tu vas définir ton personnage. Il y a des kings qui sont très féminins, il y a des kings qu'on va confondre pour des queens, alors que non, leur personnage est un mec ou un king. Et je trouve ça assez intéressant du coup aussi de voir ça sur quelqu'un qui s'identifie comme homme, qui a vécu, qui est né comme homme. De voir comment tu t'acceptes aussi cette qualification-là, alors que tu joues aussi une créature qui va se défaire de ces codes-là. C'est un terme fluide et qui est pas là pour définir ou se dire drag king, ça ressemble exactement à ça, ce qui a pu être le cas il y a bien longtemps, avant que tout s'ouvre et avant qu'on se dise mais non, on fait ce qu'on veut. Moi j'avoue que c'est une vision que j'ai, c'est une représentation un peu que j'ai aussi du king par mes connaissances en fait. Moi je suis assez curieuse de cette définition de drag king. Alors là tu viens de m'expliquer un truc que c'était assez fluide et tout ça, mais c'est vrai que pour moi de base c'était un truc de représentation de masculinité
pur et dur sur une scène. Et c'est le cas aussi, mais c'est quelque chose qui s'ouvre aussi beaucoup. Et c'est aussi quelque chose qui, je pense, quand tu commences en drag king, tu rentres vite dans les limitations de cette définition-là. Se dire, ah mais j'ai pas le droit de porter ça parce que ça va enlever de la masculinité à mon personnage. Mais en fait, non, tu fais bien ce que tu veux, toi, en tant qu'artiste. Et t'as le droit de garder cette qualification de drag king, en fait. Pour vous, quelle est peut-être votre définition personnelle, ou si on peut apporter une définition de la masculinité, voire de la virilité, mais surtout comment vous vous emparez de ça, de ce gros mot un peu masculin, viril, etc. dans votre personnage. Non, parce que c'est des espèces de gros adjectifs qui veulent tout et rien dire, enfin à mon sens en tout cas. Moi ce qui m'intéresse c'est votre vision de ça dans votre personnage drag. Alors j'ai fait des petites recherches. Wow. Par définition, la masculinité, c'est un ensemble de caractères, de comportements stéréotypés correspondant à une image sociale traditionnelle des hommes. Donc généralement, les images qu'on se fait de la virilité, enfin les gros clichés, ça va être les jambes écartées, la voix grave, plein de poils, par exemple, tu vois. Mais c'est pas forcément la masculinité ou la virilité à l'état pur. Par exemple, au 19e siècle, je prends le 19e siècle comme exemple parce que mon personnage, dans son histoire, date du 19e siècle. La masculinité, c'était l'inverse, c'était le dandy. Et le dandy, c'était des personnages qui étaient considérés... Exactement. Et au 19e siècle, les dandys étaient justement un peu plus efféminés et maniérés, quoi. Donc ce qui est totalement l'inverse de notre idée actuelle au 21e siècle de la masculinité. Moi, c'est comme j'ai deux personnages, et du coup j'ai deux regards sur la masculinité et la virilité. J'ai Georges Coquette qui va être un regard d'attrait, d'appréciation de ma part, face à tout ce qu'on va qualifier de masculin. Georges, il va avoir des rouflaquettes, donc il a certains traits qu'on qualifie de masculins dans la société dans laquelle on vit maintenant. La moustache, que d'ailleurs je garde dans la vraie vie, j'ai une moustache, elle se voit bien moins, mais c'est la mienne. Je vais la mettre en valeur par le mascara, et alors j'ai appris ça, je ne l'ai pas fact-checké encore, parce que je l'ai appris il y a 3 jours. Le mascara a été inventé pour mettre en valeur les barbes et les moustaches. Et du coup, je trouve ça très beau que en fait les drag kings reviennent à l'origine de cet objet qu'on qualifie d'ultra féminin maintenant, qui fait partie des apparats de la féminité. Et du coup, nous quand on est drag king, on va jouer un peu sur ces codes-là. Il y a quelques années, les drag kings vont énormément jouer sur tout ce qui va être essentialiste, donc aussi sur le pénis, beaucoup où il y avait beaucoup de scènes qui jouaient sur ça, et je pense que maintenant on est des scènes inclusives où aussi on réalise que ces masculinités-là, elles sont bien plus personnelles et pas que sur l'idée que la société en dit de ces masculinités et virilités-là. Du coup, Georges, c'est ça, c'est cette masculinité qui va être personnelle, qui va être de l'ordre du sensible et qui va être sur des codes, et donc s'approprier une mode masculine qui moi m'a toujours fascinée. Forcément j'ai toujours été un peu intéressée par les dandys parce que c'est aussi une période où la mode masculine bougeait bien plus et était aussi bien plus forte. Et après il y a des périodes d'austérité où les mecs ils portaient que du noir. C'est intéressant aussi, mais bon ça... tu te fais vite chier, quoi. Et j'ai un autre personnage qui est Marc de Bronzage et qui, lui, va être mon œil critique sur ces masculinités et virilités-là que je n'aime pas. Je suis quelqu'un, je suis une dyke, je suis une Gwyn. Et dans ma vie, ça fait bientôt à peu près 10 ans que je me décentre énormément de l'homme. Personnellement, oui, j'ai toujours des mecs dans mon entourage, tout ça machin, mais je vais plus trop consommer de films de mecs, de livres de mecs. Et enfin voilà, et à chaque fois, je me retrouve face à un type qui va vraiment avoir cette position-là de très patriarcale, et je vais toujours être choquée par ça. Je me dis, mais c'est vrai qu'ils existent encore. Ce personnage-là de Marc de Bronzage, lui, il va venir là pour un peu être le reflet de ces masculinités-là qui prennent de la place, quoi. Pour moi, c'est des masculinités qui sont négatives parce qu'elles sont pas dans l'attrait de l'autre, elles sont pas sensibles à l'autre, elles se posent pas de questions. Et du coup, je me moque de cette virilité-là, qui est une virilité fragile au final, parce que les mecs qui sont comme ça se posent pas de questions sur d'où ça vient, de comment ça se passe. Moi, il y a un truc qui me travaille beaucoup. J'avais pour cliché en tête, il y a longtemps, parce que depuis je me suis un peu informée, mais j'avais pour
pour cliché que les personnes qui faisaient du king, c'était des gens qui étaient très attirés par le masculin, par la masculinité, par une masculinité définie. Et du coup, c'est un peu pour déconstruire ma question, que je cherche à formuler très péniblement, et un peu pour déconstruire cette facette-là. C'est-à-dire que toi, Georges Coquette, c'est ta représentation d'une certaine masculinité à toi, que tu veux faire évoluer, pas dans le sens de la masculinité prédéfinie, ou par la société en général, le cliché de la masculinité. Ouais, ou vivre dans celle prédéfinie, mais à ma façon. Voilà. Okay. Et en prenant les côtés positifs et en laissant de côté les côtés négatifs. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir vers le king, alors beaucoup de personnes assignées femmes à la naissance ou qui ont été élevées comme femmes, qui vont venir vers le king pour pouvoir vivre cet attrait de masculin dans un espace plutôt safe. Sortir déguisé en mec, comme on pourrait penser que le king c'est être déguisé en mec, ça peut être aussi vivre... Enfin, le terme déguisé peut avoir un côté négatif, c'est pas que ça. Mais c'est comme un mec qui va être en femme dans la rue, c'est pas safe, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Et du coup, la scène drag king, pour toutes ces personnes-là qui sont intéressées pour expérimenter leur propre masculinité, c'est précieux. Mais toutes les personnes ne viennent pas au king pour ça. Et beaucoup de personnes peuvent venir au king pour ça et changer leur parcours aussi ou leurs envies. Et moi, je suis venue sur les deux côtés. J'avais aussi très envie de... Le king, c'est un acte politique aussi dans l'histoire du drag king et dans l'importance que ça a eu dans les communautés lesbiennes. Ça a été un outil très important de critique aussi. Et qui encore, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément envie d'exprimer une quelconque masculinité personnelle, mais qui par contre trouvent un gros intérêt à être king pour se moquer dénoncer des relous, ou se moquer de certains trucs, ou dire quelque chose. Enfin voilà, c'est aussi super intéressant de prendre la tête d'un mec super patriarcal et puis lui faire dire... plein de choses qu'on prend dans la gueule tous les jours, quoi. C'est super cathartique aussi. Et alors, du coup, toi, là-dedans, Julien, ta part de masculinité à travers de ton drag, parce que du coup, de ce qu'on a compris, c'était pas un questionnement que t'avais de base. Est-ce que c'est venu après ? Pour moi, j'ai jamais cherché à être le mec le plus masculin possible dans mon drag. Moi-même dans mon drag, au fur et à mesure que j'en fais, j'inclus de plus en plus d'éléments féminins. Je mets des fois des talons, je mets des corsets, des trucs qui sont dans les codes féminins, que j'utilise dans mon code à moi masculin, et qui au final font que ça n'a pas du tout, mais pas du tout, une apparence féminine de quelconque façon à la fin, quoi. Du coup, je m'amuse à mélanger tous ces trucs-là. Des fois, il m'est déjà arrivé de mettre des perruques. Ouh là là. Mais je mets des perruques, j'ai mis des perruques, mais c'est pas forcément que l'image que je renvoyais était féminine. C'est une perruque, voilà, c'est les cheveux qui touchent les épaules, qui se balancent au vent, etc. Mais pas pour autant que je vais me faire une jolie petite natte, un beau brushing avec plein de volume. Non, c'est juste que voilà, il y a des mecs aux cheveux longs aussi qui existent. Donc je joue avec ces codes masculins, féminins pour avoir l'esthétique masculine, très... Mais du coup, ça reste une esthétique masculine qui toi, te plaît. Quand tu parles des dandys, c'est un peu si tu pouvais t'habiller en dandy dans la vraie vie, est-ce que tu le ferais ? C'est exactement ça. Si je pouvais être spleen dans la vraie vie, je me kifferais trop. Et je pense que c'est ça, il y a beaucoup de masculinités qui en fait ne sont pas acceptées ou qui sont complètement oubliées, qui sont plus acceptées dans la vraie vie. Et le king, il est là aussi de pouvoir se permettre de reprendre des codes qui sont passés ou de rejouer des masculinités qui nous ont plu. Il y a le livre Drag King Book qui interviewe une artiste donc, qui est drag king à New York et qui du coup est une artiste noire et qui parle du fait que les drag kings blancs vont souvent venir un peu en critique ou juste j'ai envie de m'habiller comme ça et les drag kings racisés vont venir énormément en hommage à des masculinités noires qui ont une énorme importance dans cette communauté-là. Il y a des périodes très précises de masculinité qui ont été célébrées, qui sont encore gardées dans ces communautés-là où ça reste dans l'histoire. Et nous, c'est une histoire qu'on oublie.
Et ça, c'est assez intéressant. Et pareil, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est des codes de masculinité. Moi, je peux pas le faire parce qu'il y a aussi d'autres trucs qui fait que je peux pas trop m'habiller en mec. Ça passe difficilement. Enfin, voilà, c'est se poser dans l'espace public qui vont faire qu'on n'est plus forcément très safe. Et toi, c'est pareil. Ouais, moi, c'est les vrai. gens vont penser que t'es déguisé ou où il y a un peu ce côté-là de ah, mais c'est bizarre, cette personne, elle est... Bah justement, j'ai jamais eu aucune réaction comme ça. Quand les gens me voient en drague, ils s'en foutent royalement. Des drag kings, quand c'est des femmes qui font du drag king, peuvent souvent avoir des questions. Ah oui, des ça, trucs comme c'est... Moi, je par pense que exemple, c'est j'en différent. ai jamais eu. Déjà, les gens ont peur de moi, donc viennent pas me parler. Mais quand ils viennent, mais quand les gens viennent me parler, à aucun moment. Oui, mais je veux dire, dans la vraie vie, en dehors du make-up, tu t'habilles pas en dandy ou en victorien. Si, ça m'arrive de temps en temps. Peut-être Enfin, pas. je veux dire, tu pousses Je cette sors pas- envie-là avec ouais, Spleen, voilà, quoi. je sors pas en pirate tous les jours, c'est sûr. Oui, mais, voilà. mais ça m'arrive aussi des fois de m'habiller un peu plus dandy pour aller faire mes courses au supermarché, tu vois. Mais Et est-ce que tu t'es senti bizarre quand tu le faisais ou pas du tout? les gens me Je regardaient. t'ai pas genre, posé de questions. Les gens me regardaient bizarrement quand même. Parce que Ouais, j'avais voilà, la chemise à c'est la un gauche, truc, voilà. ça passe pas inaperçu. Ça passe pas inaperçu, c'est sûr. C'est mais des codes qui passent plus inaperçus, quoi. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est en France très très fort. Ouais, aussi. Et beaucoup moins dans certains pays anglo-saxons. Dans la vraie vie, on va avoir tendance à s'auto-censurer juste parce qu'on n'a pas envie, de s'exposer au regard des gens qui sont pas forcément bienveillants, et de devoir répondre à des questions sur comment on s'habille, etc. Enfin, Ouais. je sais que... Se justifier finalement. Voilà, se justifier tout le temps. Genre, quand t'oses un truc un peu différent, les gens vont tout de suite te faire « Oh, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ces chaussures ? » Ou « c'est quoi ce chapeau ? » ou « C'est quoi cette chemise à jabot ?» ou j'en sais rien. Et c'est un peu ce que t'exprimais quand tu parlais de Georges. Le drag, c'est avant tout une forme d'échappatoire, en fait, tout simplement, autant pour les performeurs que pour les gens qui viennent voir les... qui nous suivent sur les réseaux ou qui viennent voir les spectacles, etc. Ça permet de sortir finalement de ce cadre archi jugeant et d'être dans un milieu bienveillant et pouvoir Dans un espace de liberté de toute façon, pouvoir la oser scène ce qu'on drague, veut, quoi. Ouais. globalement en fait. Toi par rapport à ton drag, donc Julien, ça te permet d'exprimer... Il exprime quoi ton personnage sur scène du coup? Tu es là, tu vas sur scène pourquoi? En gros. Pour le plaisir, globalement. Voilà. J'ai aucune... Enfin, j'ai mes convictions politiques, par exemple, mais ça me regarde que moi. Je n'ai pas envie de dire tout haut, tout fort, tout ce que je pense, parce que ça ne regarde que moi, personnellement, et que, de toute façon, il y a des fortes chances que les 3/4 que je fais, ça peut être mal interprété, et j'ai pas du tout envie de me battre avec ça. Comme j'ai dit, je suis maquilleur, je me sers de mon drag pour essayer de développer le maquillage, de potentiellement avoir des finalités dans le maquillage par mon drag. C'est tout, en fait. J'ai jamais cherché à vouloir faire du drag pour une raison, c'est juste que ça me faisait plaisir, que j'avais envie de le faire. Ok. Est-ce que vous avez des Je choses à sais rajouter, pas. Est-ce des que choses vous que voulez vous vouliez rajouter dire Je qu'on n'a sais pas pas. abordées? Est-ce que vous avez des questions à nous poser à nous? Non, je rigole. Ouais, si, moi, si. Pourquoi tu fais pas du drag king, par exemple? Alors déjà, je vais commencer par dire pourquoi je fais du queen. Je me suis vachement reconnue dans ce que tu disais par rapport à tes vêtements au quotidien et ce que tu te permettais de porter sur scène. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans la vie, peut-être de plus en plus, je me permets de m'éclater un peu avec mes fringues au quotidien, mais à la base, je suis quelqu'un d'un peu feignante, tu vois, là-dessus, et genre... je vais plus facilement enfiler un gros jogging et un sweatshirt et partir comme ça parce que c'est confortable et parce qu'en fait flemme d'être bien habillée au quotidien. Et du coup Camomille me permettait d'exprimer ça en fait, et pour le coup quand j'ai commencé à faire du queen, je me suis rendu compte que j'avais déjà une garde-robe qui était celle de Camomille et ma garde-robe pleine de leggings et de jogging et de baskets, tu vois. Et donc ça m'a permis ça m'a permis cet échappatoire-là, en fait, de pouvoir là me sentir super sexy, super féminine, tout ce que je suis pas vraiment, ou je me sens pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Mais le king, ouais, j'y pense, hein, j'ai des idées, en fait j'ai des listes de performances. Bon alors déjà, ça me dérange pas de performer même en Camomille sur des chansons chantées par des hommes. Ouais. Mais dans ma playlist, j'ai des trucs que je me dis, je ferais bien un peu quand même en king. Mais du coup, donc ça arrivera un jour. Ton king, c'est quoi? C'est un king qui va vachement sur la masculinité? Ou est-ce que tu resterais un peu dans ces jeux-là de fuck le genre Ouais, moi je pense que j'exprimerais une masculinité que j'apprécie aussi énormément et je suis une grosse fan de comédie musicale et du cabaret et tout ça, donc je pense que
il aura sûrement un peu un style, mais plus genre des années 50, tu vois, genre des trucs qui se portent plus trop aujourd'hui, mais que moi je trouve extrêmement sexy sur des hommes, genre le pantalon taille haute qui va bien remonter les fesses et tout. J'essaye de m'en faire genre Jane comme Kelly, ça. tu vois, enfin... Super. Ça, ou en costume à queue de pie, chapeau de forme, oui. avec la barrette, tout ça. Voilà. Et toi, ça t'intéresserait de faire du king? Déjà, ça a été un gros truc. Moi, j'ai performé 2 fois en Queen. Ouais. Déjà, me questionner sur ma féminité, ça a été un gros truc. Je sais pas si c'est une non-envie ou si c'est une grosse angoisse de performer en tant que king, quoi. Là, il y a beaucoup de king, il y a quand même la tradition des ateliers drag king qui est aussi où la finalité n'est pas de monter sur scène et n'est pas de se donner à voir mais plus de s'explorer et de se questionner. Et je pense que ça c'est plus ça qui me correspondrait, et de tester des choses chez soi ou avec un petit groupe et ça, beaucoup de drag kings passent par ça et je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de drag kings qui n'arrivent pas à passer le cap de la scène. Parce qu'il y a toutes ces questions de légitimité, de « Ah, mais si je suis pas parfait, je peux pas aller sur scène. » Mais en fait, mais moi, la scène on fait ce qu'on veut, mais... La scène va pas me faire peur plus que ça, en fait. Parce que du coup, moi, je suis comédienne. J'adore monter sur scène et tout. Mais c'est ce truc-là d'être en king. Et t'as jamais joué d'homme, du coup ? Si. Et c'était comment ? Oui, ça arrive. Et c'était cool. C'était cool. C'était bien, mais en fait, je me suis jamais questionnée. C'était un personnage, quoi. Ouais, c'était un personnage. Et je pense qu'à l'époque, parce que ça date quand même, je me suis jamais questionnée sur la masculinité pour autant. C'était un personnage, j'apprenais le texte et voilà. Est-ce que t'as un frère ? Non. Ok. Parce que généralement, la première fois que tu... Généralement, la première fois, quand tu te king et que... Enfin, c'est toujours un peu les trucs classiques, de mettre un peu la barbe, tout ça, machin. Il faut pas grand-chose pour faire masculin, et du coup, tu te transformes tout de suite en ton frère. Moi, je l'avais un peu mal vécu, j'avais pas forcément envie d'être mon frère, c'était pas ça que je visais, et donc du coup, je suis en mode... Ah oui, d'accord, je suis juste un type, quoi. Bon, ok. Vu ma tête en drague, moi je ressemblais plutôt à mon arrière-grand-père. Dans son cercueil. Dans son cercueil. Voilà. C'est ça. Pas dans sa prime pas dans jeunesse. sa vie, non. Enfin, j'espère. Mais je sais pas, je pense que c'est plus le cheminement de se questionner de mon rapport à la masculinité, de ce que mon éducation m'a apporté sur le sujet, de ce que je dois déconstruire, de ce que je dois reconstruire. Ça me paraît vraiment être une très grande montagne, mais pourquoi pas, enfin avec plaisir un jour quand j'aurai résolu d'autres choses avant. On aimerait commencer à faire des ateliers avec la Cava King, du coup le Covid a fait qu'on a arrêté ça. On a fait une scène ouverte en mars avant qu'on rentre en confinement et qui devait être mensuelle. Et donc du coup aussi permettre un peu ces expérimentations-là globales à beaucoup de gens. Ces espaces d'ateliers-là, c'est aussi venir explorer une masculinité personnelle ou venir construire une masculinité qui est extérieure à toi-même. Mais ouais, on aimerait bien monter des espaces comme ça où les gens peuvent venir et faire voir. Et avoir des gens qui leur montrent. Super. Écoute, vivement. Ouais, que la vie reprenne un petit peu. Merci les podcasts en attendant. Oui. Il y a moins de paillettes et c'est un peu moins rigolo quand même. Et maintenant, on va laisser la parole à nos invités pour une carte blanche. Ils ont choisi tous les deux une citation qui leur tient à cœur. Alors j'ai une citation de Baudelaire sur le dandy. Donc la citation. Le mot dandy implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile de tout mécanisme moral de ce monde. Voilà, d'accord. Donc, alors après, t'as choisi une citation de Baudelaire pour faire bien ou parce que ça te parlait quand même Pour faire bien et que à la base je suis Spleen, mais j'ai un nom de famille que personne ne connaît, c'est Spleen Baudelaire. Moi, ça va être une citation de Diane Thor, donc, qui est une artiste performeuse, photographe, qui faisait beaucoup d'ateliers drag king, donc qui va être
dans la culture drag king, mais vraiment du côté performance et art contemporain. Donc je vais vous le lire, c'est en anglais, et après j'explique. I have been observing men as women and girls do all my life. As a form of self-protection, growing up, I needed to be aware of my 2 elder brothers' movement and what kind of a mood my father was in. I picked up much of the information on male behavior through osmosis, all through my childhood and beyond. As a woman, I never lost touch with the need to protect myself against men, so I was constantly observing them, not in a paranoid fashion, just curious. In investigating various male characters, I found that I already had the observation skills, as they are not accustomed to being the spectacle. They, the ones I watched anyhow, are not self-conscious in the way that women are. Et je la trouve super cette citation parce qu'en gros elle dit que on réalise pas, mais si on a été assigné femme, qu'on vit dans un corps qu'on projette comme femme, donc souvent vu comme inférieur ou dominé, en fait c'est un réflexe de protection qu'on a d'observer les hommes. Depuis notre plus jeune âge, on est toujours à se positionner en fonction du mec. Et c'est assez parlant sur certains ateliers où on voit des femmes qui vont être très féminines, qui vont savoir exactement comment jouer un homme. Je vais juste citer d'où elle vient. Ça vient de Drag Kings and Subjects, qui était une performance entre 92 et 96. Bien. Alors, mais tu tombes à pic pour le thé, mon garçon. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain, ainsi que tous les 3e mardis de chaque mois, pour en découvrir un peu plus sur l'art drag et sur nos invités. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous écrire et à t'abonner à nos comptes Instagram, Facebook, Deezer, Spotify et YouTube. Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drag sans chercher à le définir.